Ok, bonjour à tous. Bon, alors ça marche pas très bien au final. Donc rapidement pour nous présenter, donc Félix Portelli, je suis directeur R&D chez Cegid et principalement sur la partie composants communs. Donc justement, on essaye de créer des microservices, on va en parler, qui sont communs à l'ensemble des produits. On va en parler, on en a quelques-uns. Christian Daltas, moi je suis le CTO du produit Loop. C'est en fait un produit dédié aux experts comptables, aux entreprises, tout ce qui est taxes, comptabilité, et qui a été créé en 2012 dans le web, dans le cloud, et qu'on a migré sur Kubernetes maintenant depuis 1 an. Bonjour, moi je suis François Bouteruche, je m'occupe des relations développeurs au sein de Microsoft France. Je suis moi-même développeur et donc j'ai eu le plaisir de proposer à Félix et à Christian d'animer cette session. Alors brièvement pour présenter Cegid. Donc Cegid, c'est une société qui a été créée en 1963 par Jean-Michel Aulas, pour ceux à qui ça parle. Donc aujourd'hui, c'est plus de 2400 collaborateurs à travers le monde. Alors, ça reste une société très française, mais avec une grande ouverture à l'international, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada sur les dernières années, dont sur les 2400, il y a quand même 800 personnes à la R&D. Donc c'est vraiment une société qui est orientée sur l'innovation, orientée sur le développement de nouveaux produits, avec un gros focus sur la partie expertise comptable. Aujourd'hui, la très grande majorité des sociétés françaises ont leur comptabilité qui sont gérées directement ou indirectement par des produits Cegid. Mais on ne fait pas que ça. Et donc aujourd'hui, Cegid, c'est une 60aine de produits, donc à la fois sur l'expertise comptable, mais aussi la paye, tout ce qui est ERP, tout ce qui est retail. Si vous allez dans des grandes surfaces, des systèmes de caisse ou les ERP pour les grandes surfaces pourront être gérés directement pour les produits Cegid. Pour vous donner une idée de la taille de l'entreprise, en plus des 2400 salariés, aujourd'hui, Cegid, c'est 400 millions d'euros de chiffre d'affaires récurrent. Et on va parler beaucoup cloud aujourd'hui. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires en SaaS, donc parmi les solutions qui sont hébergées sur nos systèmes, aujourd'hui, c'est 40% de notre chiffre d'affaires, avec un objectif sur les 2 prochaines années de passer de 40 à 60. Je peux ? Je vais essayer de voir si j'arrive à gérer ça un peu mieux. Ou pas. Les aléas du direct. Si quelqu'un voit ma souris, je l'ai perdu quelque part. Si je fais OK, ça marche. Voilà, donc une des grosses problématiques qu'on a aujourd'hui, c'est que on a donc encore 60% de nos clients qui ont leur solution logicielle installée chez eux. Ah oui, c'est une société qui a pas, c'est pas une start-up, Cegid, ça n'a pas quelques années, c'est encore moins né dans le cloud. Nous, il y a encore quelques années, on gravait des CD, on les envoyait chez les clients. Donc il y a un vrai gap technologique et on a des produits, on a vraiment des produits qui ont des stacks technologiques différentes. Hein. On a des produits en Access, en Delphi, jusqu'à, on va en parler, du .NET Core, du Node.js, etc. Donc il y a toute cette stack technologique et tout cet historique en fait, qu'il va falloir gérer. Et donc sur ces 60% de nos clients aujourd'hui, on a tous les problèmes de l'on-premise. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que à aujourd'hui, ouvrir un nouveau client on-premise, c'est un coût. Il faut qu'on lui envoie des consultants, il faut qu'on lui envoie des serveurs, il faut qu'il installe les licences Microsoft, son petit Office, tout ça chez lui. Parce que ce sont des solutions donc, qui ont été vraiment pensées pour fonctionner au sein de nos clients. Les mises à jour, c'est un enfer. On a dû vous parler dans ces conférences de déploiement Canary, d'A/B testing, etc. Je peux vous dire que quand vous envoyez des CD aux clients, on est très très loin. On va pas pouvoir pousser facilement des mises à jour, mais on va pas pouvoir aussi savoir ce qui se passe chez le client.
comment je sais, qu'est-ce que j'ai comme métrique facilement d'anomalies que j'ai en production, sauf que nous on a des dizaines de milliers de productions directement chez les clients. Donc ça c'est une vraie problématique en fait on-prem. Et évidemment le virage qu'a lancé il y a quelques années Cegid, en se disant on va tout réinternaliser, on va aider nos clients, on va proposer toutes nos offres en SaaS. Donc on va venir héberger en fait l'ensemble de ces applications. Ça lance pas mal de défis qu'il va falloir être capable de résoudre. Si tu peux. Ma souris est de nouveau disparue. Allez, on va passer à l'ancienne. Donc il a fallu. Voilà, ça pose des problèmes d'infra qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Ça pose des problèmes de disponibilité. Quand votre application elle est chez vous, vous êtes 10 collaborateurs, 50 collaborateurs, 5000 collaborateurs, mais globalement, vous gérez pour vous et toute l'infra elle est pour vous. C'est très différent quand pour le coup, vous allez mettre des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire des millions de clients sur une plateforme. Ce n'est pas du tout les mêmes problématiques de disponibilité, de scalabilité, de SLA qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Mais ça ouvre aussi des nouvelles perspectives qui sont intéressantes parce que jusqu'à maintenant, les produits étaient vendus individuellement et un client va prendre le produit A et B, un autre client va prendre le produit B et C. Mais on ne va pas vraiment être capable de faire... J'enlève le micro-cravate un moment. Je vois que le technicien est parti, donc je ne peux même pas demander à faire l'appel à un ami. En fait, il y a une nouvelle dynamique qui se crée, qui sont des composants communs qu'on est capable de créer, parce que comme pour le coup, on va se retrouver avec des dizaines de produits qui sont hébergés au même endroit, et là, on commence à se dire qu'il y a peut-être des composants, des services, sans trop en dire vite, des services qu'on va pouvoir venir rendre communs entre nos différents produits et que chacun va être capable de consommer. Donc jusqu'à maintenant, t'hésites pas, hein. Donc jusqu'à maintenant, en fait, on avait une soixantaine de produits, c'était une soixantaine de monolithes, donc avec à chaque fois son processus de développement, son processus de déploiement, et alors avec des systèmes de déploiement qui vont du tout au tout, hein. On a des produits qui, il y a encore quelques mois, années, géraient leur changelog dans un classeur où ils écrivaient les différents commits, une pastille rouge si c'est pour la production, une pastille verte si c'est pour la version d'après, et c'était parfaitement ISO 9001. Bon, évidemment, pour pouvoir passer sur des infrastructures type microservices, il y a un gap, il y a quelques changements dans les process qu'il a fallu mettre en place. Mais je le disais tout à l'heure, on n'a pas que des applications Node.js, C#, Spring Boot, comme on peut avoir dans des applications plutôt modernes. Nous, on a un vrai héritage et un vrai historique d'applications qu'on a chez nous, qui sont extrêmement utilisées. Et vous ne réécrivez pas une application en 3 ans. Ce sont des applications qui ont 20 ans, 25 ans d'historique. Donc, il y a le temps qu'on le réécrive, ça va nous prendre un peu de temps et beaucoup d'investissement. Donc, l'idée, c'est de dire, on va avoir le produit qui est là, qui est à la fois fonctionnel, mais en plus qui est apprécié par nos clients. Et on va venir ajouter des fonctionnalités. Donc, ces nouvelles fonctionnalités, comment on va faire en sorte de ne pas continuer à se créer de la dette, de ne pas continuer à créer du code legacy, mais plutôt rajouter des fonctionnalités autour, comme des services qu'on va venir connecter. Et puis ces services, il va falloir être capable de les déployer en même temps qu'une application visuelle basique. Donc il y a quelques challenges, on va dire, derrière. Mais c'est là où c'est intéressant, c'est que jusqu'à maintenant, on avait des équipes qui étaient des feature teams par produit, en fait, où chaque feature team avançait sur le produit de compta ou un autre produit de compta, ou sur le produit de paye. Maintenant, il y a un vrai shift qui s'opère, qui est de dire, en fait, on va avoir évidemment des feature teams produits pour faire avancer le produit, mais on va avoir des feature teams plutôt services qui sont là pour développer des API. On voit bien au début, au cahier des charges, qu'il y a 1 ou 2 produits qui peuvent en avoir le besoin. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on développe des API, des services qui sont multi-produits, qui sont totalement agnostiques du produit qui va le consommer. Et on espère que le plus grand grand nombre de produits vont commencer à consommer nos API. Et donc, c'est une vraie dynamique de développement et d'organisation de développement qui est différente pour s'assurer d'évoluer là-dedans. Oui, tout à fait. En fait, ça permet de tenir le legacy,
Comme disait Félix, le client il est accroché à son application, donc c'est difficile de le décrocher sans se créer de dette. Donc le conteneur, le service, le découpage en service va permettre de réaliser cette mutation en biseau, en quelque sorte. Parce que ce qu'a peut-être pas précisé Félix, c'est que l'idée, c'est pas forcément d'augmenter fonctionnellement les produits existants, mais que les nouvelles fonctions soient faites dans des technologies qui continuent à être maintenables et partageables par les produits. Donc c'est un vrai enjeu. Et donc ce qu'on verra tout à l'heure, c'est en fait en prenant exemple sur une application qui a été développée sous forme de microservices et sur AKS, etc. Mais maintenant l'idée, c'est de driver l'ensemble des applications chez Cegid. Donc ça nous a permis aussi de faire d'opérer en fait un changement au niveau des équipes, à la fois des équipes de développement, mais aussi des équipes d'infra. Le fait d'évoluer vers des services, et donc au moment où on a fait ce changement, c'était pile le moment où tout le monde commençait à parler de conteneurs, de microservices, d'orchestration, etc. Et donc on a tout de suite insufflé en fait une vision DevOps au sein de Cegid. Évidemment, c'est un problème. Les développeurs, ils sont dans une aile d'un côté, les ops, ils sont de l'autre. Et puis, vous savez, les ops, ce que c'est les gens où vous ne pouvez même pas rentrer dans leur bureau. Parce que comme ils sont ISO je ne sais combien, et ben en fait, si vous n'avez pas les bons badges, vous ne pouvez même pas venir les voir pour savoir si tout se passe bien, si la prod est en feu, vous n'en savez rien, parce que de toute façon, c'est phoniquement isolé, donc vous n'avez strictement aucune idée. Et donc là, c'était matériel. De toute façon, la communication, enfin le principe DevOps, ça ne pouvait pas exister. Donc le fait de se dire, voilà, maintenant, on va être capable d'évoluer vers des conteneurs. Ces conteneurs, on va les faire fonctionner du poste du développeur aux interfaces, aux plateformes de test, d'intégration, ça va aller jusqu'à la production. Le développeur, il va être capable de faire de l'infra as code. Et donc là, on a une vraie dynamique où la production, le SaaS, ils n'ont pas le choix. Il va falloir qu'ils regardent ce que font les devs, parce que c'est carrément les devs qui font une partie du boulot des ops. Et donc cette dynamique-là, ça a permis de créer cette communication, de créer un pont de communication entre les deux, qui aujourd'hui n'existait pas. Oui, et je vous souhaite bon courage en fait, parce que c'est une opération qui est très difficile, parce que vous prenez des gens qui ont des cultures différentes. Alors évidemment, quand vous regardez la presse, quand vous regardez le cloud, vous voyez les communautés, vous voyez émerger ces profils, mais ils n'existent pas en réalité. Parce que chacun a déjà pris un pied à droite ou à gauche. Donc il faut les faire progresser, et on ne sait jamais si on fait progresser le dev vers l'ops ou l'ops vers le dev. Et au final, les mettre ensemble autour d'une table, ils aiment bien, mais après, quand ils ont quitté la salle, ils retournent chacun dans leur monde. Donc il y a un vrai enjeu humain, et ce qui est intéressant dans ce retour d'expérience, en fait, c'est de voir comment, avec le poids du legacy, l'enjeu humain devient le plus important, parce qu'en fait, il faut faire shifter les développeurs qui avaient l'habitude d'écrire du code Delphi en leur disant, tu vas faire des services, mais qu'est-ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est. Il faut leur mettre à disposition des CI/CD, il faut leur mettre à disposition Azure DevOps qu'on a généralisé. Enfin voilà, tous ces éléments-là, c'est beaucoup de changements, même si parmi les équipes, ce que disait tout à l'heure Félix, il y en a qui étaient déjà comme ça. Mais quand elles étaient regardées un peu comme des ovnis, en disant, de toute façon, elles sont nées comme ça. C'est des jeunes, voilà. Et nous, on n'est pas comme ça. Et donc, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est de faire shifter tout le monde. Et ça, c'est vraiment beaucoup d'énergie. Et ça, entre autres, ça a été possible avec, je pense qu'il y avait deux clés qui nous ont vraiment aidés. Le premier, c'est l'automatisation. Donc, aussi loin que vous puissiez aller dans l'automatisation, que ce soit la création de la plateforme, la génération de vos images, jusqu'au déploiement final, et quel que soit l'environnement, plus vous allez être capable d'automatiser, et donc plus vous allez scripter. Comme vous allez scripter, vous allez créer du code, et donc vous avez obligatoirement une interface qui est votre code. C'est l'interface de communication entre ces deux mondes. Et le deuxième point, et ça c'est pareil, ça a été extrêmement complexe à mettre en place, c'est donner de la visibilité aux développeurs. C'est ce qui a permis justement qu'on arrive à faire cette avancée, c'est que jusqu'à maintenant, alors d'autant plus dans notre métier qui était on-prem, le développeur n'avait strictement aucune idée de ce qui se passait en production. Aujourd'hui, il a des graphiques, quelle que soit la technologie que vous allez utiliser, que ce soit du Splunk, du Grafana, avec du Prometheus derrière, quelle que soit la solution que vous allez vouloir mettre en place. L'idée, c'est que le développeur, il est capable de savoir ce qui se passe sur la prod, comment ça se consomme, avec des métriques, à la fois des métriques très techniques, c'est intéressant qu'il sache combien de RAM ou de disques ou de CPU sont utilisés par son système et à quel point ça scale dans la journée, mais c'est aussi extrêmement important qu'il ait ces métriques métiers.
Dans notre cas, on va faire combien de déclarations fiscales, il y a combien d'utilisateurs qui se sont connectés, on a défini on a généré combien de fiches de salaire. Tout ça, c'est extrêmement important pour le développeur pour qu'il soit capable de comprendre comment son code est utilisé, à quel moment, dans quelle dynamique. Le maximum de métriques que vous allez pouvoir donner. Et ce qui est bien dans Kubernetes, c'est que vous avez tout ce qu'il faut en termes d'outils pour remonter ce genre d'informations. Plus vous allez donner ces informations-là aux développeurs, plus ils vont s'impliquer, plus ils vont communiquer avec les ops. Et c'est là où vous allez être capable de créer ce lien qui était inexistant jusqu'à maintenant. Et on le verra tout à l'heure dans l'expérience, puisqu'en fait, nous, on est quand même passé de IaaS à un moment donné à Service Fabric, puis à AKS. Donc, en fait, on a fait quand même toute la chaîne depuis 2012. Et en fait, c'est vraiment aujourd'hui qu'on est à la quintessence de ces outils-là. Donc, vous arrivez à créer un environnement pour l'ensemble des partenaires, des intervenants, qui est convivial et qui les pousse à communiquer. Et c'est vraiment la clé. Si vous arrivez à faire ça, c'est du succès. L'humain est toujours le plus important dans ce genre de projet. Donc maintenant, j'aimerais rentrer un peu dans le détail du premier produit qu'on a été capable de migrer sur AKS. Donc encore une fois, Cegid, c'est 60 produits. Et donc Loop est un autre produit qui a été créé en 2012. Voilà. Et on a choisi ce produit parce que c'est le produit qui avait la stack technologique la plus innovante, la plus récente. Et donc, c'était plus simple de migrer du Node.js vers du microservice que de faire migrer du Visual Basic ou du Delphi, où là, il y a encore un pas devant. Et en plus, en étant un produit important de la marque, puisque c'est aujourd'hui un tiers du chiffre d'affaires en fait, qui est fait avec ce produit-là, et des grands comptes qui sont derrière, KPMG, etc. Donc, vraiment des enjeux importants sur le projet, une technologie candidate, et la rencontre en fait après avec d'autres technologies, parce que naturellement on était sur Azure. Enfin, on a été en IaaS, mais après on est passé sur Azure. On était l'un des premiers gros clients Azure en France, à travers avec notre premier gros client qui était KPMG. Et donc là, l'idée c'était vraiment de faire un pas de plus. Et enfin, moi, ce que j'ai retenu, ces deux choses, c'est que les équipes ne travaillent plus de la même façon et on a gagné à peu près 30% de productivité, enfin de performance, pardon, sur la stack. Voilà, donc pour parler rapidement du produit Loop, donc c'est là où je vous disais que la stack était quand même assez innovante. Donc on est sur du JavaScript, on est sur du Node.js. Toutes les données métiers comptables sont dans des fermes SQL Server. Et toutes les données un petit peu techniques, elles pour le coup sont dans MongoDB, qu'on a en SaaS avec le service Atlas de MongoDB. Donc début 2018, il y avait globalement un front et un back. Avec le front qui pouvait faire les appels, qui recevait les appels, qui pouvait directement communiquer avec les bases SQL, et tout le code métier était dans le back. Donc on avait globalement deux énormes monolithes. C'est même pire que ça, c'est qu'il y avait un monolithe qui était ensuite séparé en deux au build. Et donc il a fallu l'objectif, et c'est un peu la même réflexion quand vous passez d'application desktop à web. L'idée c'est pas du tout de faire un copier-coller de ce que vous avez et de partir comme ça en prod. Non, l'idée c'est de se dire ok, c'est une nouvelle architecture, c'est un nouveau paradigme de composants, de manière de structurer le code. Donc qu'est-ce qu'on va devoir faire nous comme changement structurel dans l'application? C'est le moment de la casser, hein. Des changements aussi majeurs que la containerisation, c'est le moment où vous pouvez vous permettre de casser l'appli. Et donc on a commencé à voir comment on allait prendre ce monolithe, comment on allait être capable de le découper. Et le code évidemment n'avait pas obligatoirement été totalement pensé pour, donc ça nécessite quelques refactoring plus ou moins importants. Christian le disait tout à l'heure, c'est une application qui tournait en IaaS et qu'ensuite il a tourné sur Service Fabric, mais qui a toujours fonctionné sous Windows. Donc là vous êtes vous passez sur Docker. En Node.js mais sous Windows. Ah, en Node.js mais sous Windows. Et donc évidemment, on l'a passé sous Docker, c'était censé à peu près bien fonctionner. Bon, et puis dans les faits, il y a des petites parties qui collent pas parfaitement. On s'aperçoit qu'il y a des librairies type SQL Server et autres qui fonctionnent pas parfaitement pareil portées sous Docker. Donc quelques problématiques. On a commencé avec 8 microservices, et ça a été la première version qu'on a voulu mettre en test. Ouais, donc en fait, la stratégie, elle portait
à la fois sur la vision, c'est-à-dire le découpage en services, parce que même si c'était une application qui avait une stack moderne, pour que vous compreniez en 2 mots, les performances requises sont telles qu'il y avait énormément de code qui se déroulait dans le navigateur. Donc c'était du code qui était soit exécuté sur le client, soit sur le serveur, suivant la nature des services. Mais comme la scalabilité, quand vous étiez en IaaS, elle était quand même faible, c'était 4 semaines pour avoir un serveur, on ne s'amusait pas trop à démultiplier sur des moments comme la période fiscale où on avait des 50 ou 60 000 liasses fiscales à faire passer dans des temps très courts, à risquer la scalabilité. Donc là, on a shifté l'application, on a dit, OK, on passe en scalabilité, on passe sur du service fabric, et après, on est passé sur de la scalabilité optimisée, qui est Docker, et en même temps, on a fait le changement à Linux, qui, en fait, l'origine de Windows était due au Ops, qui ne maîtrisait pas Linux à l'époque, quand on a démarré, donc il était impensable de le faire passer sous Linux, on n'y serait pas arrivé. Donc la première étape pour nous, une fois que, comme d'habitude, ça marchait à peu près sur le poste des développeurs, donc on s'est dit, bon, allez, on passe en QA, on croise les doigts, ça va à peu près fonctionner. Donc là, on avait fait le pas en termes de compétences, de connaissances et de tests sur la partie containerisation. On n'était pas encore arrivé jusqu'à Kubernetes. Donc ce qu'on a commencé à faire, c'est tout mettre dans des conteneurs avec un peu de Swarm et autres. Et on a envoyé ça en recette. Bon, et déjà là, on a eu quelques problèmes. Donc là, on sentait bien que fonctionnellement, il fallait déjà qu'on stabilise l'application. Mais c'est bien parce que ça s'est fait assez naturellement. Et mettre en place ensuite les Docker sur une plateforme de QA quand vous avez déjà tout qui fonctionne sur les postes de dev, que votre build est déjà automatisé, que toute cette partie en fait est déjà prête. Bah, ensuite, publier ça sur votre archi, pour le coup, a été relativement aisé. Donc pour vous présenter un peu l'archi, je ne sais pas si ça rend si c'est à peu près lisible comme ça. Donc globalement, l'idée c'est qu'ensuite on est parti sur trois plateformes séparées. Donc ce qui est bien, c'est que on est tout de suite parti sur du Terraform, sur des charts Helm. On a vraiment, encore une fois, l'idée c'était pas de se dire on va partir sur de la containerisation, du Kubernetes, mais on va rester sur l'infra qu'on avait défini nous-mêmes dans Azure. Donc on a essayé tout de suite de s'adapter aux standards. Et puis aussi, il y avait un truc, Félix, c'est qu'à l'époque, notre plus gros client, on lui a vendu la transformation qui n'était pas neutre pour lui. Donc plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires à réaliser dans une période, etc. Et il comptait sur nous en lui disant, mais on va pouvoir faire du déploiement Canary. En fait, c'était ça le projet pour lui. Au final, c'était de dire, OK, vous changez de stack technique, mais nous, ça va nous amener de la flexibilité et de la sécurité. Et c'est comme ça qu'on a vendu le projet. Donc on s'est posé des tas de questions sur comment on faisait le découpage des namespaces, la scalabilité, la redondance, etc. C'est ça. Et c'est loin d'être simple quand vous travaillez sur des données aussi structurées que de la comptabilité. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir la moindre donnée qui est un peu corrompue ou qui est un peu modifiée. Donc il y a des vrais enjeux business en fait sur cette typologie d'application. Donc l'idée c'est que on est parti à ce moment-là. La réflexion qu'il y avait, c'était OK, on sait qu'on veut des conteneurs, on a vu que l'application est prête, on a vu que globalement en QA, on va être à peu près capable de... L'application est fonctionnelle. Maintenant, il nous faut un orchestrateur. Donc, à ce moment-là, ça tombe bien, la KubeCon à Copenhague était à peu près au même moment, donc ça nous a permis de confirmer quelques choix. Donc, le choix de Kubernetes s'est fait un peu naturellement par rapport aux autres solutions. Mais maintenant, on avait plusieurs solutions qui s'offraient à nous. On savait qu'on voulait être dans Azure pour plusieurs raisons. Maintenant, la question était de se dire, est-ce qu'on fait un Kubernetes qu'on va installer nous-mêmes, gérer nous-mêmes au sein de notre souscription Azure, ou est-ce qu'on est aux prémices, on a une solution qui vient de sortir, qui s'appelle AKS, qui est directement managée par Azure. Est-ce qu'on va jusqu'au bout du manager ou est-ce qu'on garde un peu le contrôle, comme on le fait depuis des années, à se dire on va plutôt installer, configurer, maintenir notre master et tous nos nœuds Kubernetes directement nous-mêmes. Ouais, et là, en fait, il faut être franc aussi.
on n'avait aucune maîtrise de ces technos-là. En fait, on les maîtrisait théoriquement. Nous, en tant que... Le Hello World marchait bien. Oui, en architecte. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est fait aider d'une entreprise externe, qu'on peut citer, qui s'appelle Oxalid, qui, elle, avait une vraie maîtrise de ces déploiements, alors plutôt sur AWS, et qui est venue en renfort. Parce que je ne voyais pas les équipes assumer elles-mêmes le changement total. Donc, elles sont venues apporter du confort. Et le deal avec les équipes, c'était de les former et de les faire rentrer dans ce monde-là. Elles maîtrisaient Linux, par contre, mais elles maîtrisaient pas, enfin, c'était des nouvelles équipes plus jeunes, en fait, mais elles ne maîtrisaient pas l'environnement. Et donc là, ils sont venus me voir et m'ont dit, bon, Oxalid, nous, on sait faire du Kubernetes en IaaS, donc on va faire la même chose chez Microsoft. J'ai dit, non, pas possible. On va faire du AKS. Donc, je ne sais pas, je vais peut-être introduire un petit peu AKS pour avoir peut-être un peu plus d'informations. Donc, AKS, effectivement, c'est Azure Kubernetes Services. C'est la plateforme de services managés qu'offre Azure. L'objectif d'AKS, c'est justement pour toutes les entreprises qui souhaitent déployer à l'échelle des conteneurs et donc qui ont besoin d'un orchestrateur mais qui n'ont pas forcément les compétences ou les ressources nécessaires pour gérer un orchestrateur, parce que c'est quand même un vrai métier. Sur tous ces sujets-là, on oublie souvent que opérer un orchestrateur Kubernetes, c'est pas si simple. Il y a le Hello World et puis il y a la réalité du terrain. Et bon, comme les autres, on propose une offre managée où c'est Microsoft qui va prendre la responsabilité de faire les mises à jour de Kubernetes, de faire les mises à jour des OS des nœuds et de faire tout un tas de travail comme ça pour opérer et vous simplifier l'exploitation de Kubernetes. Après, on est aussi cohérent. Comme toute offre managée, l'objectif, c'est de répondre à 80-90% des besoins. Et il y a toujours 10% des besoins qui n'est pas rempli par le service manager. C'est pour ça que vous pourrez toujours déployer du Kubernetes sur Azure en mode IaaS. Et pour ça, on a Azure Container Service Engine. C'est le moteur qui est en open source. C'est notre moteur qu'on utilise pour déployer Kubernetes en version managée. Mais ce moteur, en fait, vous pouvez le récupérer en open source. Vous pouvez définir votre propre configuration de Kubernetes dans Azure qui répond à vos contraintes techniques. Mais que là, quand vous repassez en mode IaaS, vous avez toute la liberté. Donc c'est toujours le choix important qu'il faut faire. C'est est-ce que mon usage, finalement, il rentre dans 80-90% des besoins et finalement, l'offre managée, ça va être génial et moi, ça va me libérer du temps. Ou est-ce que j'ai vraiment des besoins très spécifiques et là, je passerai sur le mode IaaS. Oui, et puis surtout, ce que je disais, pour être vraiment transparent, on a fait monter une équipe en compétences, alors qu'au départ, ils n'étaient pas dans ces technos-là. Mais on était accompagnés à la fois donc, de cette partie AKS. Moi, je me disais, je travaille depuis longtemps à Seattle avec des équipes de service fabrique, etc. Donc, on avait des bonnes relations. On avait la garantie qu'on aurait un bon support. Oxalid qui nous garantissait qu'en fait, on avait les bonnes pratiques par rapport au monde open source, en fait. Et les équipes qui montaient en niveau. Donc, si vous vous retrouvez un peu dans ce genre de configuration, je pense que c'est à considérer. Voilà. Parce qu'après, effectivement, ça dépend l'enjeu de maîtriser tout ça. Et aujourd'hui, on est très content d'être sur AKS, parce qu'en fait, maintenant, ça nous amène vraiment un niveau de service qui n'était pas forcément existant tout au début, mais qui est très important. Et par exemple, la seule limite qu'on a vue au départ, Félix, c'était qu'on ne pouvait pas spécifier le VNet, je crois. Oui, il y avait des limites d'adresse AJP. Les networks étaient les réseaux d'IP en fait, que vous pouviez définir pour vos différents vos différents namespaces que vous définissiez, c'était par défaut dans AKS et vous ne pouviez pas revenir en arrière, uniquement pour les clusters d'après. Et comment on a contrôlé le problème? Microsoft nous a aidés, non? C'est ça? Exactement, ouais. Ils ont publié un fixe. Voilà. Donc vous voyez, c'est quand même très dynamique, etc. Voilà. Donc après, ce qui est l'intérêt de ce retour, c'est de vous donner des expériences qui ont fonctionné, mais après, il faut les adapter à vos environnements. Et je pense qu'il y a une vraie co-construction avec Microsoft sur AKS. Encore la semaine dernière, on était avec les programmes managers d'AKS, des conteneurs, etc. Ils essayent vraiment de comprendre les limites qu'on a. Et je te rejoins entièrement sur le 90-10, mais j'irai quand même un peu plus loin en disant que même si l'objectif c'est les 90-10, vous faites en sorte que ce 90, il aille le plus loin possible. L'objectif, c'est de réduire le pourcentage qu'on n'adresse pas effectivement au fur et à mesure, clairement. Et
toujours dans une dynamique ouverte. Alors, je sais que quand on dit ça avec Microsoft, des fois, il y a des gens qui rigolent, mais non, la roadmap... les gens chez Microsoft maintenant sont sur Mac. Voilà. Donc, en termes d'ouverture, on a passé un cap qu'il faut quand même féliciter. Voilà. Du coup, on a par exemple Brendan Burns, qui est un des papas de Kubernetes, qui travaille dans nos équipes d'engineering, qui est le principal programme manager sur Kubernetes, sur Azure Kubernetes Services, qui est dans nos équipes, donc qui connaît très bien la plateforme. AKS est développé avec une roadmap qui est complètement publique et ouverte. Donc on est vraiment dans une dynamique inspirée du monde open source où on prend les feedbacks et l'objectif c'est vraiment d'améliorer au fur et à mesure la plateforme pour répondre aux besoins des clients, clairement. Donc on était entre avril et juin tout à l'heure. Donc au mois de juin 2018, on a fait évoluer notre plateforme de recettes qui était gérée uniquement par des conteneurs. Donc on a tout passé sur AKS. Évidemment, dans ces moments-là, je ne peux vous conseiller qu'une seule chose, c'est j'espère que vous avez automatisé un maximum de tests fonctionnels. Mais surtout, n'hésitez pas, il faut refaire une passe entière sur toute l'application, parce que c'est la moindre ligne de code, pour le coup, en ayant un tel changement à la fois de paradigme et en plus d'architecture, vous pouvez avoir des régressions qui sont inattendues. On peut en citer une, c'est-à-dire que nous, par exemple, on n'a pas changé la couche. On a une couche C++ qui est connectée en add-in, sur Node.js, et qui fait les queries SQL, parce qu'on a notre propre langage de query, un équivalent de GraphQL, mais plus poussé pour nos besoins. Et en fait, on a eu des comportements différents sur cette couche-là, alors qu'elle n'a pas bougé. C'est simplement en fait que les performances sont devenues tellement meilleures que en fait, le comportement d'SQL a changé. Donc le gain de performance, du coup, devenait nuisible et on a dû changer des requêtes dans l'application qu'on n'avait pas du tout imaginé. Et si on avait regardé l'archi au scanner en disant où est-ce que ça va changer, mais sûrement pas là, puisque là, on ne changeait rien. Donc, en fait, l'application était trop rapide. Oui, c'est ça. À ce moment-là, Microsoft a eu la bonne idée de passer AKS en General Availability pile au moment où on faisait nos tests fonctionnels. Donc merci, super synchro. C'était vraiment parfait. C'était un no-go pour nos clients. Ouais, j'imagine. Passer en bêta toute leur archi de production, ça aurait été compliqué. Pour le coup, donc au mois de juillet, on a passé nos plateformes d'intégration sur AKS. Et l'intérêt, c'était, là pour le coup, d'être vraiment ISO production, de modifier toutes nos pipelines pour arriver jusqu'à la prod, mais surtout de pouvoir faire des tests de montée en charge et de disponibilité de la plateforme. Donc, on fait des tirs de performance en fait sur la plateforme pendant plusieurs heures. Tu utilises quoi comme outil pour les tirs de performance? Neolode. Et alors là, on a été surpris. Globalement, de passage entre le fait d'avoir découpé en microservices, alors que d'ailleurs ça aurait pu faire des latences supplémentaires, le fait que tous ces microservices communiquent entre eux, le fait d'être passé de Windows à Linux, le fait de tous ces changements, globalement on a gagné entre 20 et 30% de performance sur cette application-là, sans réellement changement de code, réellement juste... Oui, sans changement de code. Ouais, c'est ça, juste de l'adaptation en fait sur la partie Linux. Donc ça c'était au mois de juillet, puis au mois d'août on a commencé à migrer une partie de nos clients qui étaient sur Service Fabric. On a pris une partie de ces clients, on les a passés sur AKS. Alors ça s'est pas très très bien passé au début, hein. C'est les limites du tir de performance, des tests fonctionnels. Vous avez beau avoir tout automatisé, vous avez beau il y a encore des cas que vous n'avez pas trouvé. Bah oui, il y avait une fonction client dans un cas bien spécifique qui faisait tomber un pod. Ça tombe mal, ce pod il tombait, mais le client il réessayait. Et puis quand vous avez même des centaines de clients qui réessayent au même moment, voilà, vous avez vos premiers downtime. Et donc là, cadeau. Mais là, c'est toute la beauté de la chose. C'est reproductible avec tous les indicateurs qu'on avait. On l'a reproduit en dev en quelques minutes. Ça a été fixé, c'est reparti en QA, on a repassé les tests et c'est parti en production. Et c'est parti en production avec les déploiements de Kubernetes, c'est-à-dire de manière parfaitement indolore pour le client. Donc pour le coup, les premiers downtime, on a mis en prod en pleine journée. On avait une page
on avait une page de support aux utilisateurs en disant bon, on avait communiqué un peu aux clients que grâce à ça, on allait avoir une vraie évolution, une capacité à leur fournir des mises à jour en pleine journée et surtout des nouvelles fonctionnalités beaucoup plus rapidement. Et ça, ils sont friands de nouvelles fonctionnalités. Donc, puis on l'a fait au mois d'août, hein, c'était pas pour rien. On a itéré pendant quelques jours, quelques versions, mais à chaque fois des corrections assez mineures. Et finalement, à la fin août, donc sur une période qui était extrêmement faible, on a été capable de mettre en production de manière définitive. Ouais, en fait, pour moi, en tant qu'architecte, le vrai enjeu de toutes ces technologies-là, c'est de découper les problèmes en petits problèmes. Donc, c'est le seul objectif, c'est-à-dire d'isoler les choses, de rendre les choses les moins dépendantes les unes des autres possibles, de déployer facilement, de déployer que certains bouts, etc. Et donc là, on a commencé à en tirer les premiers fruits, même si on n'a pas retouché l'application. Et là, après, maintenant, les enjeux, ça a été d'expliquer aux développeurs que c'était bien, et donc il fallait continuer à découper les problèmes en petits problèmes et à construire des services et des services et des services. Et là, l'ambition, c'est d'en avoir des milliers sans aucune difficulté. Mais ce que disait Félix, c'est qu'il faut que tout soit automatisé, sinon ça devient ingérable. En fait. Donc, ouais, c'est l'envers du décor. En fait, sinon, vous vous retrouvez avec un goulot d'étranglement qui est que le développeur va faire un nouveau service, il va le développer, il va le tester sur sa plateforme. Avec un peu de chance, c'est un peu automatisé côté QA, donc on va arriver à le déployer en QA. Et après, ça partira jamais en prod. Et donc, toute la dynamique que vous avez essayé de mettre en place en disant je mets en prod facilement, en fait, vous allez avoir votre équipe de mise en production qui, elle gère déjà des feux parce qu'on n'est pas là à attendre que le développeur ait bien voulu faire un déploiement. Ils ont tous beaucoup à faire. Vous ne pouvez pas leur demander d'être autant réactif à mettre en production que vous avez été réactif à créer des nouveaux services. C'est pour ça qu'il faut être vraiment attentif à toute la chaîne. Ce qu'on disait, l'humain en amont, la communication, et vérifier qu'à tous les endroits, ça reste agile. Sinon, vous n'en tirerez pas les bénéfices, enfin la quintessence du système. Donc après 6 mois en production, maintenant ça va faire à peu près 1 an. Ce qu'on voit, c'est que le nombre d'incidents qu'on avait en production quand on était sur Service Fabric, et aucune attaque sur Service Fabric, qu'on se comprenne bien, je vais avoir des problèmes sinon, a diminué. Mais pourquoi ça a diminué? C'est qu'en fait, comme on a les informations, les remontées qui reviennent de la production plus rapidement, on a plus de métriques, plus d'informations, on est capable de faire des fixes et tout le cycle de la ligne de code jusqu'au déploiement final, tout ça, comme on a réussi à tout accélérer et à déployer, non pas ok, je veux faire une mise en production, bon, je réunis 10 personnes autour de la table, on définit une date, ah non, il y en a un qui n'est pas dispo, on reporte, on doit le faire à 5h du matin, c'est une mise en production, c'est souvent l'enfer. Bah non, là, il nous faut les 2-3 personnes qui sont responsables, le tout est automatisé, on est capable de faire ça en pleine journée, on est capable de faire ça en pleine journée pour une petite population d'utilisateurs et non pas sur la totalité. Si ça se passe mal, on a automatisé, et ça c'est important dans vos pipelines de déploiement sur Kubernetes. Attention surtout quand vous faites du Canary, mais dans tous les cas, c'est tout aussi compliqué de développer le déploiement que de déployer le rollback. Et ça, il faut absolument que vous fassiez des tests, et ça peut poser de vrais problèmes, à la fois sur vos applis qui sont... On a tous des gros monolithes à côté de nos microservices, en tout cas des services qui sont plus ou moins gros. Le développement et le test du rollback est aussi complexe que le développement du déploiement. Ça, il faut bien être capable de gérer des deux côtés. Après, il y a un autre point qui je pense est important par rapport à ce qu'on avait sur Service Fabric, c'est que la communauté Service Fabric comparée, ou même quelle que soit la technologie d'IaaS, la technologie que vous avez, en fait, ça reste très faible par rapport à la communauté aujourd'hui qu'on a sur Kubernetes, qui est juste hallucinante. Il y avait le mois dernier à Barcelone, il y avait la KubeCon, on était 8000 sociétés qui étaient là pour voir, comprendre l'évolution de Kubernetes. Donc c'est une vraie dynamique. C'est devenu de facto un standard de l'industrie pour l'orchestration de nos conteneurs. Et ça veut dire qu'on a tous les mêmes problèmes, que les fixes sont rapides, qu'en termes de sécurité, je suis rassuré sur les systèmes que je vais mettre en place parce qu'on n'est pas 3 à l'avoir mis en prod, on est plutôt des milliers.
et avec une dynamique et une agilité de mise en production et de nouvelles fonctionnalités et de patch qui est vraiment intéressante. Ouais, je crois qu'on peut conclure en disant que c'est un vrai succès. Après, pour en tirer les bénéfices, il faut vraiment, ce que je disais, s'assurer que sur toute la chaîne, ça fonctionne et tout le monde l'a assimilé. Et moi, en fait, ce qui en plus me ravit, c'est que maintenant, Microsoft a annoncé les virtual nodes, donc en fait, qui ne donnent non plus une scalabilité liée au cluster, mais à l'infini. Enfin, après, c'est un problème de carte bancaire, mais en tout cas, ça veut dire qu'on peut imaginer et architecturer des applications complètement différemment. C'est-à-dire qu'on n'est plus à se dire, OK, ça peut nous coûter cher à un moment, on peut avoir un Black Friday à gérer, on est capable de le faire. Voilà. Alors qu'à l'époque, ce n'était pas forcément le cas. Je vais peut-être donner quelques détails sur effectivement cette partie-là. C'est des sujets qu'on a annoncés en General Availability à la conférence Build au mois de mai. Donc notamment notre contribution à Virtual Kubelet qui permet à Kubernetes de venir consommer des services comme Azure Container Instance. Donc Azure Container Instance, c'est un service Azure qui vous permet de déployer un conteneur. Et on vous garantit qu'il fonctionne. Il n'est pas dans un orchestrateur, c'est un conteneur. Mais avec Virtual Kubelet, en fait, votre cluster Kubernetes, il va être capable de piloter ce service et de le voir comme un nœud infini. C'est-à-dire que du coup, vous pouvez faire du burst sur ce service-là, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de rajouter des nœuds, des machines virtuelles physiques en plus. Il voit ACI et il lui demande déploie-moi ce conteneur, déploie-moi ce conteneur, déploie-moi ce conteneur. Et c'est un service effectivement sans limite, sauf les limites du service, mais qui sont assez hautes. Donc ça vous permet de faire du burst. Et ça fait partie d'un certain nombre de sujets où on est très actif sur Kubernetes. On a annoncé aussi le projet open source KEDA pour Kubernetes Event Driven Architecture qu'on a annoncé avec Red Hat. Donc l'objectif, c'est de permettre de faire du scale down to zero sur certains services dans Kubernetes et de finalement déployer des conteneurs et des services dans Kubernetes uniquement vis-à-vis de l'arrivée d'un certain nombre d'événements. Donc voilà, j'ai un événement qui arrive, qui se produit. Je sais que c'était le service qui doit y répondre. Si je l'avais redescendu jusqu'à 0 parce que je voulais optimiser la consommation des ressources de mon cluster, il va automatiquement redémarrer un conteneur pour traiter l'événement. Donc ça, c'est des sujets où on s'est vraiment engagé au niveau open source sur tous ces sujets autour de Kubernetes. Donc on est ravis d'être là aujourd'hui pour en discuter avec Sigid et puis aussi en discuter avec vous. Il y a d'autres sujets sur lesquels on est très impliqué comme Draft et Helm. C'est des outils qu'on supporte puisqu'en fait on a la startup Deis qui ont développé ces outils-là a été racheté par Microsoft il y a déjà 1 an et demi, 2 ans. Donc on est très très impliqué dans le développement de ces outils-là. Donc n'hésitez pas à venir en discuter avec nous sur le stand après ou à poser des questions maintenant. Il reste 2 minutes pour les questions. C'est ça. On a tout mis dans Azure DevOps, nous. Alors, on a commencé sur GitLab, parce que on a commencé l'année dernière, donc Azure DevOps, c'était pas au niveau qu'il y a aujourd'hui. Et là, on a migré l'ensemble de nos pipelines. Et quand je dis l'ensemble de nos pipelines, je parle des pipelines de 60 produits. Donc, c'est un vrai challenge. C'est un projet sur 2 ans chez nous, parce que c'est pas simple. Et Loop a fait partie des premiers à migrer, pour le coup, sur Azure DevOps. Exactement, ouais, exactement. Et c'est ce qui était vraiment pratique, c'est que pour le coup, on avait développé une grande partie en shell dans nos pipelines dans GitLab. Et donc en fait, on a été capable de porter toute cette partie-là assez facilement sur Azure DevOps en disant bah voilà, ça c'est la préparation de nos images, on les envoie sur nos registries, voilà ce qu'on doit exécuter pour mettre en place notre canary, voilà la partie toute la partie rollback. Tout ça, on a été capable de le définir dans Azure DevOps. Et comme c'est intégré, c'est à la fois intégré aux tâches, à vos user stories, c'est aussi intégré à toute la partie authentification. Bah, c'est bien parce qu'on a été capable vraiment de pousser dans ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que maintenant, de plus en plus, en fait, on laisse la main aux développeurs et aux feature teams pour qu'ils soient capables de déployer eux-mêmes leur service directement en production. Et ils voient tout de suite ce qui se passe, ils ont leur retour et tout ça de manière très agile. Il faut vraiment automatiser des tests au développement parce que sinon vous ne pourrez pas tirer parti de la vitesse en fait.
Et la vitesse, l'intérêt, c'est de multiplier les services, les mettre à jour fréquemment, de façon indépendante quand c'est possible, bien isoler la cartographie des dépendances avec des services, enfin bref, tous ces sujets. Au niveau du vendor locking par rapport à AKS, si on compare à d'autres services providers type AWS, AKS, c'est quoi le niveau de vendor locking? Alors, moi, j'ai une démarche par rapport à ça, c'est que je mesure combien ça coûte de bouger les choses. C'est-à-dire que ça a un coût, forcément, mais de toute façon, si on n'est pas au proche de quelque chose, on n'a pas la quintessence, donc on est obligé. Et pour moi, aujourd'hui, elle n'existe pas. Sur AKS, elle n'existe pas, c'est juste une couche. OK, si on voulait le faire ailleurs, on le referait. On a des charts, des Helms, enfin... Donc, OK, on va reconsidérer tout ça. Ça ne va pas remettre en cause des années de code ou des années d'archi. Par contre, ce n'est pas instantané. En fait, est-ce que vous vous appuyez sur des stacks un peu agnostiques? Exactement. Ouais. On est... Exactement. Voilà. Chart.em, Terraform, Voilà. Voilà. Depuis le début, justement, pour nous. En fait, à chaque fois qu'on peut, on le fait. Mais il ne faut pas que ce soit un surcoût qui nous enlève le bénéfice aussi. Donc, c'est toujours une balance. Mais effectivement, c'est obsessionnel. Par exemple, aujourd'hui, pour être clair, on ne travaille pas avec CosmoDB parce que ce n'est pas sur AWS. On travaille avec MongoDB qui, lui, est agnostique du cloud. Tant qu'on ne se fait pas arrêter de toute façon par la demoiselle. Par rapport à votre approche microservice, vous avez parlé de votre produit que vous avez découpé en 6 ou 8 microservices. Au début. Maintenant, on a un microservice par semaine qui part en prod en ce moment. Mais est-ce que cette approche découpage, vous l'avez faite d'un coup? Ou est-ce que vous avez fait un microservice? On ne peut pas la faire d'un coup. Mais en fait, l'idée, c'est déjà de mettre la graine dans le cerveau des développeurs qui vont coder différemment et d'en faire le maximum. Donc après, ça dépend à quel stade on est dans le projet. Parce que du coup, comment vous avez géré la cohabitation entre un microservice qui vit tout seul et le reste du monolithe? Oui. D'accord. Merci beaucoup. Merci.